Et donc aujourd'hui, eh bien, nous faisons une conférence à deux voix. Donc c'est moi qui vais commencer par parler. Donc moi je suis Guillaume Hébrard, je suis chercheur ici. Et à peu près à mi-parcours, je passerai la parole à mon collègue Emmanuel Rolland, que je vous présenterai dans un instant. Et donc nous allons faire une conférence à deux voix, puisque nous allons parler de l'exoplanète HD 80606b, qui est un système exoplanétaire remarquable et qui a donné lieu à beaucoup de travaux, notamment à l'Institut d'astrophysique de Paris, que ce soit en recherche ou en diffusion de la culture scientifique. Donc je vais commencer par parler d'exoplanètes, mais je pense qu'ici tout le monde sait ce que c'est une exoplanète. Une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'une étoile autre que le Soleil. Et donc beaucoup de chercheurs, beaucoup d'astronomes travaillent sur cette thématique, l'exoplanétologie, notamment donc ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et donc pourquoi rechercher et caractériser des planètes extrasolaires? Donc la première raison, c'est d'explorer la diversité de l'univers. L'astrophysique est toujours une science exploratoire où on cherche à explorer ce qui nous entoure, juste faire des découvertes pour découvrir de nouveaux corps célestes. On cherche également à détecter et étudier des systèmes planétaires particuliers, de nouveaux types, avec des propriétés particulières qui peuvent donner lieu à des processus qu'on ne comprend pas bien, qu'on cherche à comprendre, qu'on découvre. On cherche à déterminer également les propriétés statistiques des systèmes planétaires. On connaît bien notre système solaire, donc le Soleil avec des planètes qui lui tournent autour. Mais donc, si on explore les planètes autour d'autres étoiles que le Soleil, ça permet d'avoir une meilleure compréhension des types de propriétés qu'elles ont. Sont-elles similaires ou pas à celles que l'on voit dans le système solaire? Avoir toutes ces propriétés statistiques des planètes, ça nous aide également à comprendre les modes de formation et d'évolution des systèmes exoplanétaires, des systèmes planétaires de manière générale. Beaucoup de modèles ont été construits à l'époque, on ne connaissait que le système solaire. Et puis maintenant qu'on en connaît beaucoup plus, eh bien évidemment, on s'est rendu compte que certaines choses étaient, globalement, on l'avait compris, mais il y avait plein de choses qui étaient mal comprises et qu'on comprend mieux maintenant qu'on connaît beaucoup de systèmes exoplanétaires. Évidemment, il en reste encore beaucoup à étudier et à comprendre. On cherche des exoplanètes également pour peut-être un jour trouver des planètes analogues à la Terre, avec évidemment la question de la vie extraterrestre. Peut-être un jour, on trouvera des planètes similaires à la Terre, autour d'étoiles similaires au Soleil, qui éventuellement pourraient abriter une activité biologique, de la vie extraterrestre, donc, que l'on pourrait éventuellement détecter, voire même avec laquelle on pourrait rentrer en communication, si on est vraiment dans la science très exploratoire. Mais en tout cas, ces thématiques-là, c'est toutes ces questions-là, ce type de questionnement, qui sont le fondement, la justification de la recherche en exoplanétologie. Et donc ce soir, je vais surtout parler de ce premier point, détecter et étudier des systèmes planétaires particuliers, en vous parlant d'un système très particulier, HD 80606. Et donc je vais vous montrer ce qu'il a de particulier, déjà comment on l'a détecté, comment on l'a découvert, comment on l'a étudié, caractérisé, et en quoi il est intéressant, en quoi il nous donne des éléments pour avoir des éléments de réponse à toutes ces questions présentées ici. Alors quand on cherchait des exoplanètes, les prédictions qui étaient les plus fréquentes, c'était de se dire on va trouver des planètes sur des orbites circulaires ou quasi-circulaires, comme dans notre système solaire, sur des orbites coplanaires, toutes les planètes dans le même plan, qui progradent, c'est-à-dire qui tournent dans le même sens que leur étoile tourne sur elle-même, alignées dans le même plan que l'équateur de l'étoile, comme dans notre système solaire, qu'on va globalement trouver des planètes géantes à 5 UA, 5 unités astronomiques. Une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, ou des plus petites planètes, des planètes telluriques comme la Terre, à une unité astronomique. En gros, la prédiction assez simple, c'est de se dire on va trouver des choses comme le système solaire. Et puis comme vous allez le voir, comme vous le savez peut-être déjà, et notamment comme va le montrer le système HD 80606, on a trouvé parfois des choses comme le système solaire, mais assez rarement, la plupart des choses qu'on a détectées, ce sont des planètes très différentes de ce que l'on trouve dans le système solaire. Et alors évidemment, quand on parle d'exoplanètes ces jours-ci, moi assez souvent quand je faisais des conférences en exoplanètes, je parlais de la première détection en 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz, et je disais, quand même un jour, ils auront bien le prix Nobel de physique, voilà, ça va. Et donc, comme vous le savez sans doute, ça s'est produit il y a moins d'un mois. Donc le 8 octobre dernier, le prix Nobel de physique a été attribué. Alors le texte donné par le comité Nobel était intéressant. Donc pour des contributions dans notre compréhension de l'évolution de l'univers et de la place de la Terre dans le cosmos, il a été donné conjointement à James Peebles, donc qui est un cosmologue, et Michel Mayor et Didier Queloz, donc les deux découvreurs de la première exoplanète. Alors c'est intéressant de faire cette conférence ici, parce que ces trois prix Nobel, ça leur est arrivé ici de faire des conférences, des séminaires, des choses comme ça. Donc on peut être ému d'être ici tous ensemble dans ce bel amphithéâtre de l'Institut d'astrophysique de Paris. Et donc, moi, je connais plus les travaux de Michel Mayor et Didier Queloz. Donc, c'est eux qui ont détecté la première planète extrasolaire en 1995 avec des observations faites à l'Observatoire de Haute-Provence. Je vais en parler dans un instant.
Donc juste pour revenir sur cet événement extraordinaire donc, du prix Nobel de physique qui leur a été attribué le mois dernier. Donc Michel Mayor, il a appris ça, il était en Espagne, il a appris ça dans sa chambre d'hôtel, il partait juste pour prendre un avion, il a regardé l'annonce et oh, il a appris qu'il avait le prix Nobel, il ne le savait pas avant. Et puis juste après, en passant à l'aéroport, donc c'est la photo qu'ils ont publiée après, prise par son épouse, juste en passant, en attendant un peu leur avion, il a regardé ses courriers électroniques sur son ordinateur, et donc c'était l'explosion évidemment, il en avait des centaines et probablement même des milliers. Et Didier Queloz, lui, était à Cambridge dans une réunion avec plein de collaborateurs que l'on voit ici, où il travaillait sur un projet, et puis il a reçu un appel de son université, il est sorti, et donc ses collègues, ils savaient quand même que c'était le jour du prix Nobel, alors ils ont tous regardé sur Internet, et puis ils ont dit « Ah, c'est qu'il avait le prix Nobel », et donc quand il est revenu dans sa réunion, j'imagine que c'était une très bonne ambiance, et donc juste après, ils ont pris une photo pour immortaliser ce moment. Donc ce résultat qu'ils ont obtenu, Michel Mayor et Didier Queloz, ils ont détecté la première planète extrasolaire, la première planète en orbite autour d'une étoile autre que le Soleil. Ils ne l'ont pas vue directement, ils l'ont détectée indirectement, donc par une méthode indirecte, par la méthode des vitesses radiales, que je vais présenter très succinctement ici. Le principe, on donne généralement l'analogie avec un lanceur de marteau. Le lanceur de marteau, il tourne en faisant tourner le marteau autour de lui. Le marteau tourne beaucoup, mais le marteau, il fait un petit peu bouger le lanceur de marteau. Plus le marteau va être massif, plus il va faire bouger le lanceur de marteau. Et donc, quand on a une planète qui tourne autour d'une étoile, comme on voit sur cette animation, eh bien, c'est la même chose. On a une planète qui tourne autour de l'étoile, c'est la planète qui bouge, mais la planète, par l'attraction gravitationnelle entre l'étoile et la planète, eh bien, la planète fait un petit peu bouger son étoile. Et donc, si on a un astronome qui arrive, alors il a du mal à voir la planète. Généralement, les planètes, on n'arrive pas à les voir directement. C'est très difficile. De temps en temps, on y arrive, mais c'est extrêmement difficile et seulement pour quelques systèmes. La plupart du temps, on ne voit pas la planète. Par contre, on voit très bien l'étoile. Et si on étudie très précisément le mouvement de l'étoile, eh bien, on peut détecter ce mouvement que l'on voit ici très exagéré, mais on peut le détecter. Notamment, on peut voir que l'étoile s'éloigne, s'approche de manière périodique. C'est ce qu'on appelle la vitesse radiale, c'est-à-dire la vitesse de ce mouvement projeté sur la ligne de visée. On parle de vitesse radiale parce qu'on parle du rayon entre l'astronome et l'étoile. Et donc, si on étudie très précisément le mouvement de l'étoile par spectroscopie, en utilisant l'effet Doppler, on peut mesurer très précisément ce mouvement de l'étoile et donc voir qu'elle s'éloigne, qu'elle s'approche, mesurer plus précisément qu'elle s'éloigne, qu'elle s'approche, qu'elle s'éloigne, qu'elle s'approche de manière périodique et en déduire qu'il y a une planète qui est en orbite autour de cette étoile. Et donc c'est ça que Michel Mayor et Didier Queloz ont fait en 1995 avec l'instrument, le spectroscope Elodie à l'Observatoire de Provence. Donc ils ont mesuré ici la vitesse radiale de l'étoile 51 Pégasi, dans la constellation de Pégase, donc, en fonction du temps, et ils ont vu des variations, la vitesse radiale bouge, et si on met un modèle par-dessus, une sinusoïde, on voit que l'étoile s'éloigne, s'approche, avec une période de 4 jours, hein, ce sont des jours qui sont gradués ici. Et donc c'est avec cette observation-là qu'ils ont détecté la première planète, qui s'est appelée 51 Pégasi petit b, pour le nom de la planète. Et donc ses propriétés, c'est 4,2 jours de période. L'amplitude du mouvement, comme le marteau, plus il est massif, plus l'amplitude du mouvement va être grande. Donc avec cette amplitude-là, eh on peut mesurer la masse de la planète. C'est 0,45 masse de Jupiter, donc un demi Jupiter. L'excentricité 0, ça je vais y revenir, c'est-à-dire que c'est une orbite circulaire autour de son étoile. Petit a, c'est le demi-grand axe, pour ceux qui connaissent un petit peu les lois de Kepler. Donc ça veut dire 0,05 UA, ça veut dire que la planète est à 5% de la distance Terre-Soleil. Donc voilà l'observation qu'ils ont tenue. Oui, peut-être la masse, il y a marqué m sinus i. Alors là, il y a un petit peu de mathématiques. I, c'est l'inclinaison du système. Avec la méthode des vitesses radiales, généralement, on ne mesure pas directement la masse de la planète, on mesure la masse minimum de la planète. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si le système, on le voit de dessus ou si on le voit dans le prolongement du plan de l'orbite. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, précisément, en fait, ce qu'ils ont mesuré, c'était le m sinus i, mais depuis, avec ce système-là, on sait que sinus i est globalement est très proche de 1, donc on sait que la masse de cette planète, 51 Pégase b, c'est bien une demi-masse de Jupiter. Alors donc maintenant, je vais vous parler de ce système HD 80606. Et donc on va commencer par faire un petit peu de planétarium. Alors ça c'est le ciel tel qu'on peut le voir exactement en ce moment au-dessus de Paris. Et donc si on observe vers le nord, hein, je ne me trompe pas, le nord est par là, juste au-dessus de l'horizon, vous reconnaissez la Grande Ourse, je pense. Et si vous regardez un petit peu à droite, et vous regardez ici, alors on peut regarder là les 2 étoiles et là ces 2 étoiles-là, on les revoit ici, les 2 étoiles et les 2 étoiles, et on zoome sur cette étoile-là, qui a une étoile binaire juste au-dessus. Cette étoile binaire, on la revoit juste là, et donc l'étoile que je vais vous montrer, c'est celle-là. Et si vous voyez, elle est un petit peu allongée, l'image que l'on voit est un petit peu allongée, et si on zoome encore, eh bien on voit que c'est une étoile binaire, on voit 2 étoiles
comme c'est très souvent le cas quand on regarde les étoiles plus attentivement. Et donc si on zoome encore plus, voilà ce que l'on voit. L'étoile HD 80606, dont on va beaucoup parler ce soir, et juste à côté de sa voisine, l'étoile HD 80607. HD, c'est un catalogue avec des dizaines de milliers d'étoiles qui sont répertoriées. Et donc, elles ont ces deux numéros. Alors, celle de gauche, HD 80606, elle est de 9e magnitude. Magnitude visible, V égale 9. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la voir à l'œil nu. Pour pouvoir voir une étoile à l'œil nu, il faut qu'elle soit jusqu'à la 6e magnitude, et 5e, 4e, 3e, etc. On voit à l'œil nu. 9e magnitude, on ne la voit pas à l'œil nu. Il faut un télescope pour la voir. Elle est de type spectral G5V, G5.5. Ça veut dire que c'est une étoile très similaire au Soleil. Sa distance, c'est 217 années-lumière. Et puis MP, ça veut dire mouvement propre. Son mouvement propre, c'est 56,9 millisecondes d'angle par an. Donc elle bouge un petit peu. On peut mesurer ce mouvement en faisant de l'astrométrie. Et ce mouvement, c'est 56,9 millisecondes d'angle par an. On peut mesurer également sa vitesse radiale. Elle s'éloigne de nous, VR comme vitesse radiale, à 3,8 km par seconde. Voilà pour ses propriétés. Et si on regarde maintenant sa voisine, HD 80607, elle, sa magnitude, c'est 9,1, donc elle a une magnitude très proche de sa voisine, et elle est du même type spectral. Donc étant donné qu'elle est du même type spectral, c'est-à-dire que c'est le même type d'étoile, elle a la même brillance intrinsèque, et quand on voit la magnitude, c'est la magnitude apparente qui dépend de la magnitude intrinsèque et de la distance. Comme c'est le même type spectral et la même magnitude apparente, ça veut dire que c'est la même distance. De fait, c'est exactement la même distance. Cette étoile est à 217 années-lumière de nous. Si on regarde ce mouvement propre, c'est 53,6 millisecondes d'angle par an, une valeur très voisine de l'étoile à côté. Et si on regarde sa vitesse radiale, elle s'éloigne à 3,4 km par seconde de nous, des valeurs à peu près similaires à celles de sa voisine. Donc en fait, ces deux étoiles sont très similaires, elles sont très proches et en fait, elles sont liées. En fait, c'est un système binaire, deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Elles sont séparées, alors dans le ciel, ça fait 21 secondes d'angle, mais en taille réelle, ça fait 1400 unités astronomiques, 1400 fois la distance Terre-Soleil. Et donc, elles tournent l'une autour de l'autre en quelques dizaines de milliers d'années. Et donc, c'est en observant cette étoile-là, en faisant des mesures de vitesse radiale, qu'en 2001, donc, Dominique Neff et ses collaborateurs, c'est comme ça qu'on publie nos résultats dans des revues spécialisées. Et donc, Dominique Neff et ses collaborateurs, parmi lesquels on peut voir Michel Mayor et Didier Queloz, ils ont annoncé donc, la détection de HD 80606b, planète en extremely elongated orbit, une planète sur une orbite très, très allongée. Alors, ils ont publié ça, on voit, alors, ça a été publié mi-2001, et donc le type d'observation qu'ils ont obtenu, eh bien, ça ressemblait à ça. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont mesuré la vitesse radiale en fonction du temps. Alors, en fonction du temps, c'est mesuré en JD jour julien. Et donc, pour donner les échelles dans notre calendrier plus classique, ça a commencé début 1999 et ça a fini fin 2000. Le dernier point, il est ici, fin de l'année 2000. Donc, vous avez vu, les résultats, ils sont publiés mi-2001. C'est assez standard, comme pour des programmes d'observation. On observe pendant quelques mois, quelques années, et puis après, on met quelques mois à publier les résultats, à les analyser et à les publier dans des revues de recherche. Et donc, ce que l'on voit, ce sont des mesures. Alors, c'est intéressant de voir que ce sont des mesures faites avec l'observatoire Keck à Hawaï et à l'observatoire d'Hauts-de-Provence, les carrés et les étoiles sur ce graphique. Donc, c'était une collaboration européo-américaine. Et donc, ce que l'on voit, c'est que la vitesse radiale, donc ce que l'on voit là, c'est la vitesse radiale de l'étoile HD 80606. Elle varie autour du temps. Et donc, eh bien, il y a un ajustement. On arrive à voir qu'on peut reproduire une orbite là-dessus. Et on arrive à voir la période. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir la période sur ce graphique. C'est 111 jours. On voit que les variations de l'étoile s'éloigne, s'approche, avec une période de 111 jours. Donc, vu que c'est un système périodique, on peut, comme on dit, replier ces données en phase. Et ça ressemble à ça. Ça, ce sont les mêmes données, observées toujours depuis Hawaï ou depuis l'observatoire d'Hauts-de-Provence, mais ce n'est plus en fonction du temps, c'est en fonction de la phase orbitale. On a replié sur 100 jours de période, puisque c'est un signal périodique. Donc ce point-là, vous voyez ce carré avec ces deux étoiles en dessous, eh bien on voit exactement la même chose ici, c'est exactement le même point. Donc en fait, les observations vont de ici à là. Donc les propriétés de ce système, donc c'est 100 jours de période, donc plus long que la première planète, qui tournait en 4,2 jours, si vous vous souvenez. Son m sinus i, sa masse, c'est à peu près 4 masses de Jupiter. De nouveau, c'est sa masse inférieure, c'est au moins 4 masses de Jupiter. Son excentricité, c'est 0,93. Donc ça veut dire que c'est une très grande excentricité. Et en fait, ça se voit tout de suite quand on voit cette courbe. Peut-être vous vous souvenez que la courbe que je vous ai montrée pour 51 Pégase B, c'était une belle sinusoïde bien régulière. La vitesse variait, elle s'approchait, elle s'éloignait de manière très régulière. Là, c'est beaucoup plus brutal. Là, l'étoile s'approche et brutalement, elle s'éloigne.
elle revient, elle s'approche tranquillement, brutalement, elle s'éloigne. Donc ça, on voit que la vitesse de l'étoile change brutalement à certains moments. Et ça, on le voit bien sur la forme de l'orbite. Donc avec une excentricité de 0,93, l'étoile est ici, l'orbite de la planète, c'est ça, la Terre est par là-bas. Une unité astronomique, donc la distance Terre-Soleil à cette même échelle. Et si on fait bouger, eh bien on voit que quand la planète est loin de son étoile, elle avance lentement, d'après la deuxième loi de Kepler. Donc là, ça avance tout lentement. Et puis plus elle se rapproche, plus elle va aller vite. Et elle passe très rapidement au péricentre. On a un mouvement très rapide à ce moment-là. Voilà, donc une orbite vraiment extrême. 0,93 d'excentricité. L'excentricité, si vous vous souvenez des ellipses, des coniques qu'on apprend au lycée. Donc une excentricité, ça va de 0. 0, c'est un cercle. Et 1, là, c'est à l'infini. C'est vraiment très, très allongé. Donc 0,93, c'est vraiment extrêmement allongé. En fait, aujourd'hui, c'est la planète connue avec la plus grande excentricité. Alors, pour être complètement correct, il y en a une autre qui est connue, je crois, à 0,97. Mais moi, je pense que ce n'est pas 0,97. Je pense que c'est un peu plus bas. Ça tient juste sur un point. Et je pense que c'est vraiment celle-là qui est la plus excentrique connue aujourd'hui. Alors, ce système, il a permis de faire tout un tas d'études. Je vais en parler plus en détail de certaines. Mais là, je vais survoler quelques études qui ont été faites sur ce système. Tout d'abord, il y a une recherche, alors infructueuse malheureusement, de différences chimiques entre les deux étoiles. On a deux étoiles très proches qui sont très similaires, de type solaire, vraiment le même type d'étoile. Il y en a une qui a une planète, l'autre qui n'a pas de planète. En tout cas, qui n'a pas de planète aussi massive que celle-là. Et donc, c'était intéressant d'étudier très précisément l'étoile pour voir si on voyait des différences de composition chimique qui auraient pu trahir le fait qu'avoir une planète, eh bien, ça a des effets sur la composition chimique de l'étoile, ou qu'il faut une composition chimique différente pour permettre de former des planètes, ou alors que la formation de planètes induit des choses différentes sur la chimie de l'étoile. Alors malheureusement, rien n'a pu être mis en valeur de ce point-là. Donc là, il n'y a pas eu de succès. Ça arrive très souvent en recherche. On cherche quelque chose, ça nous paraît une bonne idée, et puis on ne trouve pas. Alors ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera jamais rien, parce que peut-être qu'en fait, il y a un tout petit effet, et qu'on le trouvera seulement dans 1 an, dans 10 ans, dans 100 ans, quand on aura des méthodes plus précises pour bien étudier ces deux étoiles. Alors c'est ce qu'on appelle un Jupiter chaud transitoire. Alors qu'est-ce que je veux dire par là 51 Peg B, donc la première planète, c'est un Jupiter chaud, une planète grosse, massive comme Jupiter, qui tourne juste en quelques jours autour de son étoile, alors que Jupiter met 12 ans à tourner autour de son étoile. Donc on a appelé ces types de planètes, c'est les premières qui ont été détectées. On ne connaissait pas ça du tout dans le système solaire, il n'y a pas de Jupiter chaud dans le système solaire. Donc beaucoup ont été détectées, on en connaît des dizaines et des dizaines, des centaines même je pense. Mais donc elles sont très proches de leur étoile en permanence. Là, c'est un peu différent. Des fois, elle est très proche de son étoile et des fois, elle est très loin de son étoile. Donc on peut dire que de temps en temps, c'est un Jupiter chaud et à d'autres moments, ce n'est pas un Jupiter chaud, c'est un Jupiter tiède, on va dire. Et donc ça peut donner lieu à certaines études et donc je vais en présenter quelques-unes par la suite. Alors l'importance dans l'histoire aussi de ce système, de l'étude de ce système, l'importance de la mesure précise de l'excentricité, parce qu'au début, la mesure de l'excentricité va contraindre le plus proche rapprochement de la planète à son étoile. Et au début, notamment nos collègues américains mesuraient une excentricité de 0,97, donc encore plus élevée. Et ça voulait dire que la planète, elle se rapprochait au plus proche à 2,5 rayons de l'étoile, extrêmement, extrêmement proche de son étoile, donc en la chauffant énormément. Et en fait, finalement, c'est 0,93, la bonne valeur de l'excentricité, ce qui fait que la planète s'approche un tout petit peu moins de son étoile, mais 6,5 rayons stellaires tout de même, elle s'approche extrêmement près de son étoile. Alors, une autre recherche infructueuse, il y a eu des recherches infructueuses de variations stellaires au péricentre, c'est-à-dire quand la planète passe proche de son étoile, est-ce qu'il y a des variations de l'activité stellaire qui pourraient trahir des interactions planète-étoile en temps réel, on pourrait dire. Et donc ça, de nouveau, ça n'a pas été détecté. Et pourtant, on sait que le flux reçu par la planète, entre le moment où la planète est au plus loin de son étoile et au moment où elle est au plus proche, varie par un facteur 800. Donc c'est vraiment énorme. Le flux que reçoit la planète varie par un facteur 800, c'est énorme. Sur la Terre, on n'a pas ça entre l'été et l'hiver. On a des variations par juste un tout petit facteur. Mais donc rien n'a été détecté sur l'activité de l'étoile induite par la planète. De nouveau, ça ne veut pas dire que jamais rien ne sera détecté à l'avenir. Alors on s'attend à une quasi-synchronisation. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je pense que vous savez tous que la Lune est synchronisée avec la Terre. La Lune tourne en un peu moins d'1 mois autour de la Terre et elle tourne sur elle-même avec la même durée quasiment exactement, ce qui fait qu'elle présente toujours la même face vers la Terre. Et ça, ce n'est pas un hasard, c'est les interactions de marée très fortes gravitationnelles entre la Terre et la Lune qui produisent ça. Eh bien, on a des effets similaires, on pense, entre un Jupiter chaud et son étoile. Donc on pense qu'un Jupiter chaud présente toujours la même face à son étoile. Et donc on pense qu'au moment où cette planète
est un Jupiter chaud, quand elle passe très proche de son étoile, à ce moment-là, elle est synchronisée, elle tourne autour de son étoile avec la même vitesse que l'étoile tourne autour d'elle-même. Donc ça, c'est ce qui est prédit, et j'en parlerai un petit peu plus tard, et on verra que, en fait, ce n'est pas exactement ça. Et puis les modèles de formation pour ce système, donc avec une orbite très excentrique, et c'est le plus excentrique, donc il y en a très peu de connus comme cela. On pense qu'il a été formé dans un disque à peu près perpendiculaire au plan de la binaire, HD 8606, HD 8607, à peu près 5 unités astronomiques de l'étoile et sans excentricité, et que par la suite, par migration qu'on appelle causaille et dissipation de marée, ce sont les interactions gravitationnelles entre les deux étoiles sur la planète et puis les effets entre son étoile haute, HD 8606, et la planète, ça a fait varier l'excentricité et l'inclinaison de l'orbite, et donc on pense que l'inclinaison de cette étoile, de l'orbite de la planète autour de son étoile, et l'excentricité varient l'une en fonction de l'autre, et donc on pourrait mesurer une inclinaison non nulle. Et donc on va y revenir justement par la suite. Alors maintenant, je reviens aux observations. Donc je vous ai dit, avec la méthode des vitesses radiales, on ne connaît pas l'orientation, cet angle I, on ne connaît pas l'inclinaison de l'orbite par rapport à l'étoile. On sait juste qu'on ne voit pas le système exactement au-dessus, parce que si on voyait juste au-dessus, on mesurait aucune vitesse radiale. Si on mesure un peu de vitesse radiale, c'est qu'il y a au moins un petit angle, peut-être même on le voit comme ça, mais en tout cas, on a une petite inclinaison. Mais donc peut-être que le système, on le voit comme ça depuis la Terre, peut-être qu'on le voit comme ça, comme ça, comme ça, on ne sait pas en fait. Avec les vitesses radiales, on ne peut pas dire quelle est l'inclinaison. Généralement, on ne peut pas dire. Il y a quelques méthodes, mais la plupart du temps, on ne peut pas dire. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est si on est dans une configuration comme cela, là, on voit que la planète passe derrière son étoile. Ici, la planète passe derrière son étoile. Et donc, si on observe à ce moment-là, on ne peut pas faire de l'imagerie de ça. On n'arrive jamais à résoudre l'étoile et la planète en imagerie. On voit juste la quantité de lumière qui arrive de l'ensemble. Et donc, quand la planète est ici, on a la lumière qui arrive de l'étoile et de la planète. Mais quand la planète passe juste derrière, eh bien, on ne voit plus la lumière de la planète. Donc il doit y avoir une toute petite différence au moment où la planète passe derrière, si la planète passe derrière. Si on a une orbite comme cela, on ne verra pas de différence, mais si on a une orbite comme cela, on verra une toute petite baisse de la lumière de l'ensemble, due au fait que la lumière de la planète est cachée. Alors évidemment, la lumière de la planète, c'est rien du tout, c'est bien moins que la lumière de l'étoile, donc c'est très difficile à mesurer. Et pour que ce soit plus efficace, eh ben, on fait ça dans l'infrarouge, parce que la planète est assez froide par rapport à l'étoile, donc le rapport de contraste est moins défavorable dans le domaine infrarouge. Et donc ça a été fait par des collègues nord-américains en 2008. Ils ont observé avec le satellite infrarouge Spitzer le moment juste où la planète devait passer derrière l'étoile pour voir si elle... Alors ils avaient d'autres objectifs scientifiques, mais aussi pour voir si elle passait derrière l'étoile ou pas. Et donc, alors moi je me souviens très bien quand ça a été annoncé. Ça a été annoncé à une conférence à Boston en 2008. À cette époque-là, les seules planètes en transit qu'on connaissait, elles tournaient en 2, 3, 4 jours. Il n'y avait aucune planète connue à 100 jours de période qui était en transit ou qui passait derrière son étoile. Et puis à cette conférence, pof, il a montré cette figure-là. Donc là, tout le monde était scotché. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette figure-là? On voit la lumière infrarouge qui arrive de l'étoile HD 8606, et tout d'un coup, pouf, elle baisse, et puis après, elle redevient normale. Et donc ça, c'est que la planète est passée derrière l'étoile. Et si on compare avec HD 8607, qui est juste à côté, ils n'ont rien mesuré du tout. Donc ça, c'était vraiment un résultat vraiment très spectaculaire, et puis de la chance quand même, parce qu'en gros, il y avait une chance sur 10 que la planète passe derrière. Si on prend toutes les orientations possibles, c'était une chance sur 10. Et donc en gros, on peut dire que ce cas-là, c'était pas là, on est dans un de ces cas-là, avec la planète qui passe derrière son étoile. Donc c'était intéressant, mais en plus, on pouvait faire autre chose grâce à cette observation, on pouvait en déduire d'autres choses de cette observation. Je vous ai dit que la masse, la 4 masses de Jupiter, c'était m sinus i, avec l'inclinaison. Mais là, l'inclinaison, on la contraint un petit peu. On sait qu'on est dans l'un de ces cas-là. Donc en gros, l'inclinaison, c'est 85, 90, 80 degrés, quelque chose comme ça. Donc le sinus de 100, c'est à peu près 1. Donc vu que le sinus, c'est à peu près 1, on sait que la masse, c'est à peu près 1. Là, on n'a pas une masse minimale, on a une mesure de la masse, c'est 4, alors peut-être avec l'inclinaison possible, peut-être ça peut montrer à 4,5, peut-être 5 masses de Jupiter, je ne sais pas exactement, mais c'est à peu près 4 masses de Jupiter. On sait que ce n'est pas 30 masses de Jupiter, on sait que ce n'est pas une étoile, on est sûr de ça, c'est bien une planète. Et puis si on regarde la profondeur de ce transit, de cette éclipse, pardon, ce n'est pas un transit, c'est une éclipse, la planète est éclipsée par son étoile, eh bien on voit que la profondeur c'est 0,14% par rapport au flux de l'étoile. Et donc ça, en faisant une modélisation physique, on peut en déduire que la température de la planète à ce moment-là, c'est 800 Kelvin. 800 Kelvin, c'est-à-dire qu'elle est très chaude. Ce n'est pas une surprise, la planète passe très proche, à ce moment-là, elle est très proche de son étoile, elle est très chaude, mais là, c'est mesuré. Alors la suite, c'était de se dire, mais alors dans quel cas on est? Est-ce que la planète passe juste derrière, ou alors est-ce qu'on est encore mieux aligné, et elle passe même devant son étoile? Donc si la planète passe devant son étoile, c'est un transit. Et donc là, a priori, la probabilité que ça transite, c'était une chance sur 100, avec 100 jours de période. Sachant qu'on savait qu'il y avait une éclipse, la probabilité que ça transite, ça devenait maintenant une chance sur 10.
ce scénario-là, c'était une chance sur 10 par rapport à cela, sachant que les 90 autres scénarios là étaient exclus, puisqu'on savait que la planète passait derrière son étoile. Et donc là, il y a eu une grosse effervescence autour du monde pour tenter de voir s'il allait avoir un transit. Et donc nous, on y a contribué notamment à l'Observatoire de Provence. C'est à ce moment-là que l'Institut d'astrophysique s'est mis à étudier cette planète. Et donc en février 2009, on savait que la planète allait passer à cet endroit-là. Mais alors est-ce qu'elle passerait ici ou est-ce qu'elle passerait devant son étoile? Donc on a observé à l'Observatoire de Provence en février 2009. Et donc on a observé, là on voit la courbe de vitesse radiale en fonction de la phase orbitale. Le transit, s'il y avait un transit, il devait se produire ici. Et donc on a observé ces nuits-là, donc c'était les nuits du 13-14 février 2009. Alors ce que l'on voit ici, c'est la photométrie. On a observé avec le télescope de 120 cm de l'Observatoire de Provence pour faire de la photométrie, mesurer la quantité de lumière qui arrivait de l'étoile, pour voir si elle allait baisser, si la planète passait devant. Et puis on a observé également en vitesse radiale, cette courbe-là, c'est cette courbe-là, zoomée, grossie ici dans ce rectangle. On voit que la vitesse radiale doit descendre ici sur le long de l'orbite. Donc on a commencé à observer la nuit précédente, où normalement il ne devait pas y avoir, on savait que c'était avant le passage de la planète au niveau de l'étoile. Et donc en photométrie, on n'a rien observé, hein, donc le flux de l'étoile restait stable. On a fait un point de mesure en vitesse radiale, il était bien sur la courbe, c'est bien ce à quoi on s'attendait. On a juste fait un point cette nuit-là, on a fait d'autres étoiles en vitesse radiale cette nuit-là. Et puis la nuit suivante, et ben voilà ce qu'on a observé. Le flux était bien plus faible et hop, il est remonté. Et puis en vitesse radiale, on a vu qu'il y avait des points qui n'étaient pas sur la courbe attendue, qui étaient plus bas. Donc l'étoile était décalée vers le bleu. Elle semblait s'approcher de nous par rapport à ce à quoi on s'attendait. Et donc ça voulait dire qu'on avait détecté un transit. Alors je vais rester tout d'abord sur cette figure-là. Alors déjà, on avait un transit, donc on pouvait exclure ces deux cas-là. On était dans un cas comme ça, où la planète passe derrière l'étoile, c'est l'éclipse, ça on le savait déjà depuis un an, et puis elle passe également devant l'étoile. Donc vraiment, on avait de la chance. Je vous dis, ce scénario-là, c'était une chance sur 100, sachant que c'est la seule planète à avoir une si grande excentricité. Donc en gros, pour avoir une éclipse et un transit, il aurait fallu qu'on ait une centaine de planètes comme cela, les observer toutes, et puis dans le tas, on aurait quasiment été sûr d'en avoir une. Là, on n'en a qu'une comme ça, et il se trouve qu'elle a la propriété d'être en éclipse et en transit. Donc on est vraiment extrêmement chanceux dans cette histoire. Et donc le transit, qu'est-ce qui permet de voir? Tout d'abord, la profondeur du transit, c'est 1%. Vous voyez, on arrive à peu près 0,99 par rapport au flux sans transit qui est de 1. Donc le flux d'étoiles baisse de 1%. Donc si le flux de l'étoile baisse de 1%, ça veut dire que c'est un objet à peu près 10 fois plus petit que l'étoile qui est passé devant. Et donc on peut mesurer la taille de la planète grâce au transit. C'est un rayon de Jupiter. Elle fait à peu près la taille de Jupiter. Donc, et là, on est sûr maintenant que le sinus I, c'est exactement 1, puisque là, on est vraiment aligné. L'inclinaison, c'est 90 degrés. Donc, on a la masse, 4 masses de Jupiter. On a un rayon de Jupiter. Donc, on a la densité. C'est 4 fois plus dense que Jupiter, mais ça reste une géante gazeuse. Donc, ça, on a observé ça donc, en février 2009. Alors, on a publié ça assez rapidement pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, on a observé ça mi-février. Et on a soumis ça et annoncé ça à la communauté le 25 février, donc 10 jours plus tard. Alors ça, c'est assez rare généralement, on met plus de temps à analyser, on passe des semaines, des mois à travailler sur ces données, à les publier. Mais là vraiment, il y avait une telle effervescence et puis même une compétition là-dessus parce que beaucoup d'équipes observaient ça. Alors nous, on était les seuls à avoir fait en spectroscopie, mais d'autres l'avaient fait également en photométrie. Mais donc ce résultat était vraiment très net. Et donc vous voyez de nouveau, on publiait ça en collaboration de nouveau avec Michel Mayor et Didier Queloz qui participaient à ce programme. Donc ce résultat, le fait qu'elle était en transit, ça permet de faire de nouveau plein d'autres études, donc mesurer le rayon comme je viens de vous le dire, et mesurer la densité, et également, comme c'était à cette époque-là, la planète en transit sur la plus longue période largement, les autres planètes en transit connues à l'époque, c'était juste quelques jours de période, comme je vous ai dit. Donc là, on voit la température des différentes planètes en transit connues, donc 1000, 1500, 2000 Kelvin. Donc ça, ce sont les Jupiters chauds, les planètes très proches de leur étoile. Celle-là, en moyenne, elle est moins chaude puisque assez souvent, elle est loin de son étoile. Et ce que l'on voit, c'est que son rayon, globalement, il est plus petit. On voit que le rayon, là, c'est le rayon de la planète, un demi-rayon de Jupiter, un rayon de Jupiter, un rayon et demi de Jupiter. On voit que le rayon est plus grand quand la température est plus grande. Donc ça tend à dire que l'influence de l'étoile sur sa planète va avoir un effet sur le rayon de la planète. Donc des interactions de l'étoile sur sa planète. Voilà, alors quelque chose qu'on a fait également grâce à ce résultat, c'est mesurer l'obliquité de l'orbite de cette planète. Alors, de quoi s'agit-il l'obliquité? L'obliquité, c'est l'angle entre le plan de l'orbite de la planète et le plan équatorial de son étoile haute. Le plan équatorial, il est défini par la rotation de l'étoile. L'étoile tourne sur elle-même. Donc là, on voit la rotation de l'étoile représentée par cet axe, et puis le plan de l'orbite de la planète. On voit là un exemple d'une orbite alignée.
le plan de l'orbite est aligné avec l'équateur de l'étoile, comme dans le système solaire. Dans le système solaire, toutes les planètes sont à peu près dans le même plan et sont à peu près dans le plan équatorial du Soleil, à quelques degrés près. Et puis une orbite prograde, c'est-à-dire que la planète tourne dans le même sens que l'étoile tourne sur elle-même. On pourrait imaginer une orbite un petit peu moins alignée, un petit peu oblique, voire une orbite presque polaire, une planète qui passe au-dessus des pôles de son étoile, voire qui tourne dans l'autre sens, une orbite rétrograde. Eh bien ça, pour une planète en transit, on peut le mesurer. Pour le mesurer, on utilise le fait que l'étoile tourne sur elle-même, et donc si vous connaissez un petit peu l'effet Doppler, ça se voit spectralement. Les parties qui se rapprochent de nous sont décalées vers le bleu spectralement, les parties qui s'éloignent de nous sont décalées vers le rouge spectralement. Et donc si on imagine, si on observe les raies spectrales d'une étoile, elles sont élargies dans l'espace des vitesses, puisque l'étoile tourne. Alors c'est un petit peu technique, mais je pense que vous allez réussir à suivre cette explication. Si on a une planète qui passe en transit devant une étoile qui est en rotation, au moment où elle est juste au milieu, elle cache une partie juste au milieu dans l'espace des vitesses. Mais si on est au début du transit, la planète cache une partie de la lumière bleue de l'étoile, donc l'étoile va sembler un petit peu plus rouge. Une étoile qui semble un petit peu plus rouge, c'est une étoile qui semble s'éloigner. À l'inverse, à la fin du transit, la planète cache une partie de la lumière rouge de l'étoile, donc l'étoile semble un petit peu plus bleue. Une étoile un petit peu plus bleue, c'est une étoile qui semble un petit peu s'approcher de nous. Donc au moment du transit de la planète devant son étoile, du fait que l'étoile tourne sur elle-même, l'étoile peut sembler s'approcher, s'éloigner de nous pendant les quelques heures que dure le transit. Voilà, et donc c'est ça qu'on a observé. Alors, oui, voilà, c'est ça qu'on voit justement ici. Donc je vous ai montré là le transit en photométrie, la lumière de l'étoile baisse, et là on voit la même chose en vitesse radiale, avec là la vitesse radiale qui est décalée vers le bleu. À ce moment-là, on a l'impression que l'étoile s'approche de nous par rapport à ce que l'on devrait voir, cette courbe-là qui est l'orbite prédite de l'étoile, du fait qu'elle a une planète qui lui tourne autour. Mais à cette époque-là, on ne savait pas quelle était la durée du transit. Vous voyez, on voit juste une partie, on voit la fin du transit, parce qu'en fait, ici, il faisait jour. Là, c'était la nuit du 13 au 14, non, du 12 au 13 février, et là, c'est la nuit du 13 au 14 février, et entre les deux, il faisait jour. Donc, on ne sait pas quand a commencé le transit. Le transit, on connaissait la taille de l'étoile et la vitesse à laquelle la planète passait devant. Donc, au plus long transit, il pouvait être long comme cela. Et là, je crois que ça durait à peu près 19 heures ou 20 heures, ou peut-être même un peu plus, une vingtaine d'heures, quelque chose comme ça. Bon, on le voit d'ailleurs, c'est gradué ici, c'est une vingtaine d'heures. Et donc, si le transit était long comme ça, on aurait pu avoir cette signature caractéristique de la vitesse radiale pendant un transit. Et si on a quelque chose comme ça, d'abord un décalage vers le rouge, puis un décalage vers le bleu, ça veut dire que l'orbite est alignée, qu'on a ce type de configuration. On a autant d'anomalies vers le rouge que d'anomalies vers le bleu. Mais si ça se trouve, en fait, le transit il est très rasant, c'est-à-dire que la planète passe juste sur un bord de l'étoile, donc le transit a une durée plus courte. Et si la durée est plus courte, forcément on n'a qu'une anomalie vers le bleu. Donc si on n'a qu'une anomalie vers le bleu, ça veut dire que l'orbite est fortement inclinée. Et puis on peut avoir tous les cas intermédiaires avec des inclinaisons intermédiaires. Alors nous, on ne pouvait pas, juste avec nos données, on a l'impression que la courbe rouge, c'est un petit peu difficile parce que là, les points, ils semblent s'éloigner un petit peu de la courbe rouge, mais c'était quand même un petit peu difficile. Mais donc, comme je vous ai dit, on n'est pas les seuls à avoir observé cette nuit-là. Il y avait plein de télescopes qui ont observé. Et notamment, il y a nos collègues de l'expérience MERS qui observaient en Arizona. Alors en Arizona, c'est plus vers l'ouest, donc ils observent trop tard. Enfin, plus tard, pas trop tard, mais plus tard. Donc ils ont commencé, en l'occurrence, ça c'était trop tard, parce qu'ils ont commencé à observer juste là, juste quand le transit était fini. Donc eux, quand ils ont publié leur... Enfin, je ne sais même pas s'ils ont fait une grande annonce, parce qu'ils n'ont rien vu. Ils ont dit, bon, elle ne transite pas, quoi, cette planète. En tout cas, on ne l'a pas vue. Mais par contre, ils ont observé, comme nous, la nuit d'avant. Et donc la nuit d'avant, ils ont observé ici. Et ils n'ont rien vu non plus. Et donc ça permettait d'exclure ces courbes-là, puisque eux n'ont pas vu de transit. On savait que le transit ne commençait pas là. Donc le transit était plus court, c'est-à-dire que le transit était un petit peu rasant. Et donc s'il est rasant, on est plutôt dans le scénario ici avec la courbe verte. Et donc ça veut dire que l'obliquité est non nulle, l'orbite est oblique. Le plan de l'orbite n'est pas aligné avec le plan équatorial de l'étoile. Et ça, c'était seulement le deuxième système pour lequel c'était mesuré. Le premier, c'est d'ailleurs nous également qui l'avons obtenu à l'Observatoire de Haute-Provence, quelques mois avant celui-là. On l'a obtenu en 2008. Donc le deuxième était publié en 2009, de nouveau avec ce système HD 80606. Alors par la suite, on a obtenu d'autres observations. On a continué, donc là on voit toute l'orbite en vitesse radiale suivie, tous les transits en vitesse radiale par nous à l'Observatoire de Haute-Provence, en vert par nos collègues du Keck sur un télescope à Hawaï. Et puis on a observé également, on a obtenu du temps également avec Spitzer, de nouveau Spitzer dans l'infrarouge. Là, non pas vraiment parce qu'on était intéressé par l'infrarouge, mais Spitzer étant dans l'espace et bien placé sur une orbite qui lui permet d'observer en permanence sans coupure avec le jour et la nuit.
ce qui n'est pas, on a l'impression que c'est tout le temps le cas dans l'espace, mais ce n'est pas vrai. Par exemple, le télescope spatial Hubble, la plupart du temps, il est gêné par le Soleil, donc il ne peut pas observer en permanence. Mais Spitzer, dans énormément de régions, il peut observer en permanence. Et donc, on avait demandé d'observer pendant des dizaines d'heures, on a observé, je ne sais plus, 20 heures, quelque chose comme ça. Et donc, on a observé tout le transit en photométrie, ce qui a permis de très bien contraindre le système, mesurer l'obliquité très précisément, 42 degrés, ce qui fait que le système ressemble à ça. On a le pôle, l'axe polaire de l'étoile, avec la rotation de l'étoile dans ce sens-là, et l'orbite de la planète dans ce sens-là, donc oblique à 42 degrés, et donc qui est bien en accord avec le modèle de formation dont je vous ai parlé au tout début, où on pensait que le système s'était d'abord produit formé de manière alignée, mais qu'après, par interaction avec le des étoiles, l'excentricité était devenue très élevée et l'inclinaison également avait bougé, les deux bougeaient l'une par rapport à l'autre. Donc là, en effet, on a vu une inclinaison très grande par rapport au plan équatorial de l'étoile. Et puis donc tous les paramètres qu'on a pu mesurer extrêmement précisément. Alors là, je vois que mon temps avance. Si je vais vous montrer ça quand même, là on voit une animation, on voit depuis la Terre, voilà, la planète qui passe derrière le Soleil. On voit l'étoile vue de la planète, donc qui s'éloigne énormément. On peut imaginer que si on était sur un vaisseau spatial autour de cette planète, on verrait l'étoile s'éloigner comme cela. Et puis là, quand l'étoile va s'approcher, on voit l'étoile vue de la Terre. On va voir la planète passer juste devant sur cette corde. Voilà, on voit la planète passer. Donc un transit assez rasant juste sur le haut de l'étoile. Alors je voulais vous proposer de faire un test en physique aussi pour sonder votre sens physique, mais je le ferai, c'est un peu compliqué, alors je le ferai tout à l'heure. S'il y a des questions, si vous voulez jouer, on pourra faire ça. Mais donc je vais continuer pour arriver vers ma conclusion en vous présentant d'autres travaux qui ont été faits. Là, de nouveau, ce n'est pas par nous, c'est par nos collègues nord-américains, les mêmes qui avaient détecté l'éclipse de la planète derrière son étoile. Ils ont réobservé au même moment que nous en 2010, sauf que nous, on observait au moment du transit, ils ont observé tout ce passage-là, donc l'éclipse, et puis tout ce passage-là, notamment le passage au péricentre, pour voir s'ils arrivaient à détecter, donc, de nouveau, des interactions entre l'étoile et la planète. Et donc, ils ont fait une modélisation. Vous voyez, les 8 lettres, là, c'est les différents passages, les différents passages de la planète sur son orbite et les différentes phases telles qu'elle doit revêtir vues depuis la Terre. Donc, ils ont observé de nouveau avec Spitzer en infrarouge. Et voilà ce qu'ils ont observé. Alors ça, c'est la même observation que celle qu'ils avaient faite quelques années précédentes à 8 microns. Et puis, ils ont refait à 4,5 microns. Donc, une longueur d'onde un petit peu plus courte, toujours dans l'infrarouge. De nouveau, à chaque fois, on voit l'éclipse. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est la modulation ici, qui est à la fois la lumière émise par la planète et la lumière de l'étoile réfléchie par la planète. Et en étudiant ça, en faisant des modélisations, ils ont pu prédire qu'au moment où la planète, mesurer au moyen de modèles, et grâce à ces observations, ils sont de reproduire ces courbes-là qu'ils ont modélisées, que la température sur l'étoile, sur la planète, elle passait en quelques heures de 500 Kelvin à 1400 Kelvin, juste au moment où la planète passe très proche de son étoile. Donc un chauffage extrêmement rapide, extrêmement brutal de l'atmosphère de cette planète, sachant que l'étoile, elle est à 5800 Kelvin. Et ils ont également réussi à estimer la vitesse de rotation de la planète sur elle-même, en suivant justement ce point chaud qui était chauffé par l'étoile. Et là, ils ont conclu que la planète tournait en à peu près 90 heures sur elle-même. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé de quasi-synchronisation. On s'attendait à ce que l'orbite, au moment où elle passait proche de son étoile, la planète soit synchronisée avec son étoile. La période de synchronisation, de quasi-synchronisation, ce serait 40 heures. Donc en fait, la planète tourne trop peu vite pour être synchronisée au moment où elle passe à côté de son étoile. Donc là, ce n'est pas ce qui était attendu. On s'attendait à ce qu'elle soit quasi synchronisée. Et puis la seule qu'on peut mesurer, on mesure, pof, et ce n'est pas quasi synchronisé. Donc là, de nouveau, alors il y a plein de théoriciens qui se sont mis là-dessus et qui ont présenté des modèles pour expliquer pourquoi ce n'était pas synchronisé. Mais de nouveau, c'est quelque chose de surprenant qu'on découvre en faisant les observations et toujours, parce qu'on fait en recherche, les allers-retours entre les observations et la modélisation et la théorie. Alors donc différents modèles, ce modèle qui a été fait pour l'atmosphère de cette planète. Et pour finir, je vais finir de nouveau par des résultats qui ont été obtenus ici à l'Institut d'astrophysique de Paris, très récemment, cette année, avec nos collègues Luc Blanchet et François Larouturou. Donc là, il s'agit d'un effet relativiste, mesurer l'avance du péricentre, l'avance relativiste du péricentre. Alors, de quoi s'agit-il? Le péricentre, c'est ce point-là qui est le plus proche de son étoile. Et il y a un effet relativiste, donc prédit par la relativité générale d'Albert Einstein, qui est que normalement l'orbite va bouger petit à petit, et donc ce point-là va avancer petit à petit au fur et à mesure du temps. C'est un phénomène de très faible amplitude, comme généralement des phénomènes relativistes quand on n'est pas dans des systèmes de masse extrême. Là, ce n'est pas des masses extrêmes, hein, c'est une planète assez standard, ce n'est pas un trou noir.
Et donc l'avance du péricentre, elle est dirigée elle est mesurée par cette équation, prédite par cette équation d'Einstein, et notamment, c'est très connu dans l'histoire de la science, l'histoire de l'astrophysique, puisque dans le cas de Mercure, l'avance du péricentre, c'est de 42 secondes d'angle par siècle. Et peut-être vous savez que le péricentre de Mercure avait été mesuré, il est bien plus grand que ça, il avance de, je sais pas, 300, 400 ou 500 secondes d'angle par siècle, je ne sais plus exactement, mais c'est bien plus que ça. Et donc, l'avance du péricentre de Mercure, il est expliqué par les interactions avec les autres planètes, les Vénus, la Terre, etc., Jupiter, qui interagissent sur Mercure. Ça fait qu'on n'a pas exactement une orbite keplérienne, eh bien, elle bouge un petit peu, le péricentre change. Il avance un petit peu. Mais en faisant très précisément les calculs, eh ben, c'était un mystère, on n'arrivait pas à expliquer une quarantaine de secondes d'angle par siècle qu'il y avait dans le mouvement de Mercure, il n'était pas expliqué par les autres planètes. Alors, des gens proposaient, il y a peut-être d'autres planètes dans le système solaire qui pourraient expliquer ça, ce genre d'hypothèse. Et puis Einstein, il est arrivé avec sa relativité, pof, il a sorti son équation et il a expliqué l'avance du péricentre de Mercure. Et donc ça, c'était un résultat très fort de la relativité générale, une confirmation de la relativité générale, une théorie dont on fête juste les 100 ans cette année. Et puis dans le cas, alors vous voyez que ça dépend de la masse de l'étoile, ça n'a pas beaucoup changé, mais ça dépend non, c'est la masse de la planète, pardon, et puis l'excentricité. Là, la planète est bien plus massive, et puis l'excentricité est bien plus grande, donc on s'attend à ce que ce soit plus grand pour HD 80606b, et de fait, c'est 5 fois plus grand. On s'attend à une avance du péricentre de 215 secondes d'angle par siècle. Et donc, est-ce qu'on peut mesurer ça? Une avance comme ça, alors là, le mouvement, là, vous voyez, quand ça passe du bleu au noir, là, ça, c'est ce qu'on voit en à peu près, je sais pas, 20 à 30 000 ans. Donc ça avance quand même très lentement. Donc est-ce qu'on pourrait mesurer ça? Donc on s'est posé ça comme question avec nos collègues ici qui étudient plus la relativité générale ici à l'IAP. Et en fait, l'idée qui a été trouvée justement par François Larouturou, donc qui fait sa thèse ici, c'est que justement, on mesure très précisément le temps de l'éclipse et le temps du transit. Et donc on peut mesurer très précisément l'écart entre les deux. Et vu que l'orbite tourne petit à petit, l'écart entre les deux il va changer au fur et à mesure du temps. Et donc en fait, l'écart entre ce point-là et ce point-là, c'est 5,9 jours. Et si on regarde en une quinzaine d'années, ça doit changer de 4,5 minutes. Ça doit être plus court de 4,5 minutes. Et donc nous, on l'a mesuré en 2010, nous et nos collègues nord-américains, avec Spitzer. Eh bien en 2024, 2025, il y aura un nouveau satellite infrarouge qui va être lancé, JWST, qui va être bien plus précis que Spitzer et qui pourra mesurer de nouveau une éclipse et un transit. Et donc normalement, eh bien, on devrait pouvoir mesurer pour la première fois sur une planète extrasolaire l'effet de la relativité générale, donc l'avance du péricentre dans cette planète. Alors on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, on va dire, parce que personne ne doute que la relativité générale est une bonne théorie et qu'en effet le péricentre de cette planète avance avec 215 secondes d'angle par siècle. Mais ceci dit, le détecter sur une planète extrasolaire sera quand même un résultat très intéressant. Et alors pour finir, avant de passer la parole à mon collègue, un résultat intéressant, à nouveau, enfin un peu amusant, qui a été calculé, étant donné que ça tourne, eh bien avant, quand l'orbite était plus orientée comme cela, la planète était en éclipse, mais il n'y avait pas de transit. La planète passait juste au-dessus de son étoile. Donc en fait, on a des transits dans ce système seulement il y a depuis 9000 ans. Donc si on avait observé il y a 10 000 ans, eh ben, on n'aurait pas eu cette chance sur 100 dont je vous parlais, eh ben, on aurait été dans le cas plus standard où on n'aurait pas de transit. Et puis comme ça continue à tourner, ça va tourner, ça va tourner, ça va faire tout un tour, au bout d'un moment, de nouveau, ça ne sera plus en transit. Et donc la prédiction, c'est dans 503 000 ans. Donc ça, c'est une prédiction assez confortable parce qu'il y a peu de chances qu'on l'infirme. Mais en tout cas, il faut en profiter. On a juste 500 000 ans de transit de cette planète. Donc d'ici peu, elle ne transitera plus, ce qui sera une preuve éclatante de la relativité générale, une de plus. Alors voilà, donc moi je vais m'arrêter maintenant pour l'instant. Et donc mon collègue Emmanuel Rolland va poursuivre en présentant un petit peu ce qu'on a fait autour de cette planète à l'Institut astrophysique de Paris. Et donc Emmanuel, eh bien, il a commencé à être chercheur ici, il a fait sa thèse ici, il travaillait à étudier le milieu intergalactique sur les lignes de visée de quasars. Et puis par la suite, il s'est de plus en plus investi dans l'éducation, la didactique de la physique autour de l'astronomie. Et maintenant, il est professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Et il va nous présenter donc, ce qui a été fait sur cette planète, notamment dans la cour de l'IAP. Je t'en prie. Bien, merci Guillaume. Donc effectivement, mon parcours professionnel est assez, je pense, emblématique de ce qui se passe à l'IAP. On a énormément de travaux, donc essentiellement de recherche à l'IAP, mais il y a aussi beaucoup d'efforts sur la diffusion de la science et des efforts vis-à-vis des écoles. Vous savez que tous les ans, il y a la fête de la science, il y a des accueils de classe très régulièrement, et puis il y a donc ces conférences-là.
Et donc ce que j'ai proposé il y a déjà quelques années, en fait, c'était de présenter un thème de recherche à l'IAP, mais vraiment pour la diffusion des savoirs. Alors vous allez voir pourquoi j'ai proposé donc de le faire sur les exoplanètes. Il y a une raison que je vais vous révéler aujourd'hui. Et ça a été réalisé donc cette année grâce à un financement donc de l'Île-de-France, cofinancé aussi avec un financement de l'IAP directement. Et je vous l'indique, c'est une proposition qui émerge donc de l'association FHOU, Hands-on Universe, qui est localisée à l'IAP et à l'Université Pierre et Marie Curie. Voilà, donc l'idée principale, ça a été de matérialiser l'orbite donc, que vous venez de voir là, de HD 8606b, le matérialiser dans la cour de l'IAP à une échelle humaine. Je vais vous expliquer après pourquoi et à quoi ça peut servir pour l'enseignement, pour l'éducation. Il faut savoir quand même que c'est la première fois au monde que c'est réalisé. D'accord ? Il y a déjà eu, c'est ça que je vais vous présenter au début, il y a déjà eu ce qu'on appelle des planétaires humains. Ça, c'est la représentation du système solaire à échelle humaine. Vous allez voir comment on s'en sert. Mais jamais personne n'a eu l'idée de représenter une exoplanète à échelle humaine, dans le but, évidemment, que les gens puissent marcher le long de la cour. Alors, pour l'instant, ce n'est pas très visible dans la cour de l'IAP, mais si vous, en partant, vous pourrez regarder. En fait, c'est un peu fait exprès aussi que ce ne soit pas visible pour que ce ne soit pas trop fort. Mais en fait, il n'y a évidemment pas des planètes comme ça dans la cour, je vous rassure, mais il y a des plots de couleur rouge. Donc, en sortant, vous pourrez regarder. Et quand on sait qu'il y en a, on les voit. Et dans quelques mois, donc normalement avant la fin de l'année, il y aura eu l'étoile HD 8606 qui sera aussi représentée. D'accord ? Et ça, on ne l'a pas encore fait. Donc l'inauguration a eu lieu en juillet pour l'orbite et on attend maintenant l'étoile. Alors, donc le grand axe, c'est un des points essentiels d'une orbite d'une planète. Il fait ici 15 mètres. D'accord ? 15 mètres, ça représente à peu près la taille disponible dans la cour. À cette échelle-là, par contre, l'orbite de l'étoile ferait 6 cm. Donc ça, on ne l'a pas représenté pour justement être en accord au niveau des échelles. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer d'abord des planétaires humains, pour vous dire quelque chose de plus simple, à quoi ça sert. Ensuite, je vous montrerai l'exoplanétaire, et je vous montrerai aussi le lien de tout ça avec, globalement, l'astronomie et l'éducation, d'accord, de façon plus générale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un planétaire humain ? Donc là, vous voyez des élèves d'un collège à Paris qui sont en train de se promener sur une bâche. Alors, cette bâche, peut-être que vous l'intuitez de vous-même, ça représente, donc les points représentent les orbites des différentes planètes. Donc au centre, on a les planètes internes, là où tournent les enfants avec les casquettes bleues, rouges, oranges. On voit les noms des planètes. Et vous avez l'enfant là qui arrive vers nous, qui, elle, représente l'orbite d'une comète. D'accord ? Donc l'idée principale, c'est qu'au lieu de parler, de faire des calculs qui sont un peu abstraits, c'est que les élèves, ou pas que les élèves d'ailleurs, n'importe qui, peut se promener. Et vous voyez surtout pour la comète, son accélération quand elle passe derrière le Soleil, et ensuite le fait qu'elle ralentit quand elle s'éloigne du Soleil. D'accord ? Et ça, c'est très fort quand les enfants le font. Vraiment, ils comprennent cet effet qu'on a vu déjà là pour l'exoplanète, d'accord ? Mais qui est le même pour la comète. La comète a une orbite très excentrique, très elliptique. Oui, voilà. Et donc, elle a une vitesse beaucoup plus grande quand elle rentre là à l'intérieur des planètes internes. D'accord ? Après, on peut rentrer plus dans le détail, c'est-à-dire chaque planète, elles ont chacune des vitesses différentes. Plus elles sont proches du Soleil, plus elles vont vite, etc. Mais le principe de base, c'est je le fais avec mon corps. Donc, je peux voir ma position relative par rapport aux autres. Et ensuite, je peux faire des mesures si je veux. Donc ça va vraiment, en fait, pour vous dire, cet objet est utilisé maintenant. Je suis descendu jusqu'au CE2 et j'avais commencé avec des L1, donc des premières années de licence. Et petit à petit, comme ça, j'ai vu que des enfants de plus en plus jeunes pouvaient l'utiliser. Et j'ai une proposition là pour des maternelles, donc je vais voir si on va y arriver. Mais l'idée vraiment, c'est que vous voyez des concepts très complexes que vient de vous présenter Guillaume peuvent être mis au niveau des élèves, en particulier là en passant par le corps. Mais je vous le dirai tout à l'heure, en fait, ça peut être mis de toute façon. Alors, une autre façon de faire, et ça pour moi c'est assez important et ça fait partie du jeu, je dirais, c'est associer aussi les sciences et l'art. C'est aussi dans la diffusion des sciences, c'est de plus en plus reconnu et valorisé. Donc là, c'est pareil, le même planétaire humain.
mais cette fois, vous avez une troupe de derviches tourneurs qui sont en train de tourner. L'avantage, c'est que vous voyez, les élèves tout à l'heure étaient un peu figés dans leur mouvement, c'est pas facile à faire. Eux, comme ce sont des danseurs professionnels, il y a un côté très artistique qui valorise ça, et qui peut donc donner aussi envie aux gens de comprendre ce que c'est que le système solaire. Donc il y a ces deux aspects-là. Bon, je ne vous rentre pas dans les détails de la description, c'est la même chose que tout à l'heure, mais avec, voilà, là on voit bien la comète, vous voyez, qui rentrait à l'intérieur et qui s'en va ensuite en ralentissant. Voilà. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont vécu, ces danseurs m'ont dit qu'il y a vraiment cet effet de rentrer dans les planètes internes, qui est quelque chose aussi qu'on veut dire aux élèves, c'est que, vous savez, dans le système solaire, il y a vraiment une densité de planètes au centre et après les planètes gazeuses, ce qui est, comme l'a dit Guillaume, quelque chose qu'on croyait être universel, qui en fait, on découvre ne pas être universel. Mais pour notre système, c'est le cas. Donc quand on continue, d'accord, donc là vous voyez description donc, de la cinématique du système solaire, qui peut aller jusqu'à la description de la dynamique quand on rentre avec des élèves de terminale. On peut aller jusqu'au vecteur force, vecteur accélération, qu'on peut mesurer et observer. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette comète que vous venez de voir, en fait, je peux passer à l'exoplanète qu'on vient d'observer, d'entendre, et vous allez avoir exactement le même phénomène. Donc ça, c'était juste avant l'inauguration. Alors vous voyez, l'étoile, c'est un bâton pour le moment, donc c'est pas encore la belle étoile, mais ça le sera. Et là, vous avez à nouveau donc ici une danseuse pour faire des mouvements jolis, qui suit les plots, qui maintenant sont coloriés en rouge. Et en fait, elle suit les plots, donc en fait, il y a un rythme qui se fait entendre par la musique. On peut taper dans les mains, mais là, comme c'était une danseuse, on a fait avec une musique. Elle suit le rythme de la musique. Et elle met toujours le même temps pour aller d'un plot à un autre. D'accord ? Donc, comme les plots sont plus éloignés quand elle se rapproche de l'étoile, elle accélère quand elle se rapproche. Et là, tout au loin, les plots que vous verrez dehors sont très très proches. Donc elle va aller très lentement quand elle va être très loin de l'étoile. D'accord ? Donc c'est un principe en fait assez simple. Vu ce qu'on vient d'entendre, évidemment, on était bien au-delà de ça. Mais en fait, si vous prenez des enfants dès la primaire et au collège, toute cette partie-là de compréhension de la vitesse, c'est la base. Sinon, on ne peut pas comprendre tout le reste. D'accord ? Mais là, on a un contexte assez motivant, c'est ce que je vais vous dire après, pour poser toutes ces questions-là. Bien. Donc finalement, ce qui me paraît très important, et ça va faire la transition justement vers l'astronomie et l'éducation, vous voyez, on a trois systèmes. Donc en haut, le système solaire, au milieu, une exoplanète, et là, vous avez ici alors en fait, c'est une simulation, mais qui représente des observations de mouvements d'étoiles observés dans la galaxie. Et ça, c'est quand même une des beautés de la science moderne, enfin de la science, c'est ce côté de représenter différents phénomènes avec la même loi derrière. Et en fait, donc, ces trois phénomènes, les mouvements des planètes autour du Soleil, les mouvements d'une exoplanète autour de son étoile, ou les mouvements des étoiles autour, peut-être l'avez-vous deviné, du trou noir au centre de la galaxie, sont tous les trois gérés par la gravité. D'accord ? Donc, on pourrait imaginer, enfin, c'est pas imaginer, c'est ce qui se passe. Vous commencez avec des enfants qui commencent à découvrir le système solaire. Donc, ils découvrent en haut, avec le planétaire humain, le système solaire, le nom des planètes, comment elles marchent les unes avec les autres. D'accord ? Donc, purement cinématique. Ensuite, ils passeraient plutôt au niveau du collège, probablement, à des exoplanètes, parce que là, c'est quand même une abstraction assez forte. Il a fallu pour l'humanité des millénaires avant d'accepter même l'idée qu'il puisse y avoir des exoplanètes. Certains disaient oui, certains disaient non, mais c'est vraiment de l'abstraction. Donc, une fois qu'ils l'ont compris et accepté, on peut aller à l'exoplanétaire de l'IAP, d'accord, et voir que c'est le même phénomène qu'une comète, finalement. Donc, c'est les mêmes lois. Et probablement quand même un peu après, parce que là, c'est encore d'autres contextes, aller regarder une étoile qui tourne autour de son trou noir, mais avec donc exactement la même forme elliptique que la comète ou l'exoplanète ou le trou noir. D'accord ? Quand on arrive au niveau des trous noirs, on peut aller un cran plus loin, parce que là, vous voyez, je vous parle de choses avec le corps, donc je sais que c'est plus soit une introduction, soit une façon de faire passer des concepts abstraits. Mais au-delà de ça, l'astronomie, c'est pas juste faire avec son corps, c'est aussi des techniques d'observation de plus en plus développées, d'accord ? C'est tout un monde dans le numérique, l'utilisation des logiciels, l'utilisation des télescopes, des satellites, etc. Et là, ce que vous voyez là, donc c'est vraiment une image que des élèves peuvent récupérer. Donc ça, c'est une image qui a été faite par des astronomes professionnels, d'accord, qu'ils ont donné ou prêté, je ne sais pas quoi,
à l'association FHOU pour qu'elles soient utilisées ensuite dans les classes. Donc ils utilisent des logiciels du même type que ceux des chercheurs, mais simplifiés, pour aller observer le mouvement de l'étoile. Et de là, ils calculent la masse du trou noir. Donc c'est quelque chose d'assez passionnant pour des enfants. Mais le point qui me paraît essentiel, c'est que derrière, malgré toute la subtilité de la recherche vers laquelle on peut aller évidemment en tant que chercheur, derrière, il y a un système très simple maintenant, c'est la gravité et c'est des mouvements elliptiques. Et on peut déjà aller très très loin avec ça. Donc le point fondamental, pourquoi astronomie, recherche et éducation, qui est vraiment à l'IAP, justement, je pense que c'est quelque chose d'assez fort, ça. Bon alors, il y a le truc que tout le monde sort à chaque fois, l'astronomie est un contexte motivant pour les filles et les garçons. Ce qui est vrai, hein, ça a été démontré que c'est une des choses que les filles et les garçons aiment autant les uns que les autres. Ce qui est important, mais pas suffisant quand même pour justifier tout ça. L'autre aspect qui, moi, me paraît plus fort, c'est que vous avez ici des objets très compliqués. Hein, vous avez quand même un trou noir, vous avez des étoiles, c'est des objets très compliqués. Mais derrière, comme ils sont compliqués, éloignés, etc., d'accord, on est entre guillemets obligé d'utiliser des principes assez simples pour les étudier. Alors j'ai dit pas toujours, parce que après vous avez quand même par exemple l'effet Doppler, vous avez tous les phénomènes là, de formation des planètes qui eux ne sont pas du tout des principes simples, donc on peut évidemment aller très loin. Mais le démarrage de l'astronomie, le démarrage de l'étude de ces objets complexes peut être fait avec des principes très simples. D'accord ? Et je pense que c'est pour ça que l'astronomie dans l'éducation a plus de sens, par exemple, peut-être que la géologie. Peut-être, hein, il faudrait discuter. Oui, je sens qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Disons qu'en tout cas, sans faire de comparaison, l'astronomie permet d'aller dans des objets compliqués et intéressants, sans aller nécessairement, et donc même dans des résultats de recherche très nouveaux, très récents, sans aller nécessairement vers des principes compliqués. D'accord ? Alors, je vous les remets. Hein. Donc, l'étude de notions de cinématique et de raisonnement spatial, qui est des points très importants dans l'enseignement. Le fait qu'on manipule les échelles très diverses. Et ça, j'ai vu que c'était des choses assez intéressantes. Là, vous avez vu sur le planétaire humain, les échelles de distance sont correctes. Par contre, la taille des planètes, évidemment, ne sont pas correctes. Donc, se poser plein de questions sur les échelles spatiales, les échelles de temps. On est obligé d'utiliser des référentiels abstraits. Le référentiel lié au Soleil, c'est très abstrait pour un enfant. Le référentiel lié au trou noir, c'est encore plus abstrait. Donc, via l'astronomie, de façon presque naturelle, on crée des raisonnements complexes, d'accord ? Mais qui sont dans un cadre, donc, d'une part motivant et pas si compliqué que ça. Ce qui fait que, vous voyez, globalement, par rapport à l'école, hein, je dis bien par rapport à l'école, l'astronomie va donner une démarche scientifique intéressante, bien cadrée, d'accord ? Avec, comme a dit Guillaume, cet aller-retour entre observation et modélisation qui est assez direct à faire et qui associe plusieurs disciplines scolaires. Donc typiquement un physique, mathématiques, SVT, etc. Et globalement, la place de la Terre dans l'univers. D'ailleurs, j'ai bien aimé, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, ça. La place de la Terre dans l'univers. Comment ? C'est le comité Nobel. Ah oui, c'est le comité, oui, c'est pour ça que j'y ai pensé. Oui. Voilà, et je trouve que c'est très vrai. Et ça, je l'ai vu avec les élèves. En fait, en faisant de l'astronomie, finalement, souvent, on repose la question de qui sommes-nous par rapport à l'univers, qui est quand même évidemment une question très importante. Alors, je me souviens juste d'une conférence que j'avais faite quand je démarrais mon travail en didactique à mes collègues ici. Et je leur ai dit, j'étais tout content, je leur ai dit, regardez, c'est génial, je fais de l'interdisciplinarité en faisant de la physique et des mathématiques. Et là, ils ont tous rigolé, parce que c'est clair que quand vous faites de la recherche, bah, vous ne faites pas de l'interdisciplinarité physique-mathématique, vous mettez les deux ensemble. Mais à l'école, c'est pas si clair. Et donc proposer des contextes dans lesquels on fait cette alliance des deux, je pense que c'est très important. Alors pour vous montrer que tout ça, c'est pas qu'une lubie de ma part, mais qu'il y a vraiment un mouvement vers ça. Donc en fait, l'IAU, je ne sais pas si vous connaissez tous, hein, c'est l'Union astronomique internationale qui regroupe tous les professionnels autour de l'astronomie. Et il y a maintenant vraiment un effort de plus en plus grand pour associer l'éducation à l'astronomie. Donc ils ont lancé un appel, enfin il y a un groupe de recherche sur astronomie, éducation, recherche, et maintenant il y a la création d'un bureau de l'astronomie pour l'éducation, d'accord, qui va être lancé donc en janvier 2020. Voilà. Alors voilà, pour conclure, hein, l'idée donc c'est ces exoplanétaires humains, c'est vraiment associer science, apprentissage et art,
Alors, je vous donne ici un blog que vous pouvez aller voir si vous voulez voir plus d'images, plus de séquences qui ont été mises en place dans les écoles. Il y a également un planétaire au Jardin des Plantes qui est ouvert toute l'année. Je n'ai pas mis d'image là parce qu'on est ici à l'IAP pour l'exoplanétaire, d'accord? Mais vous pouvez aller au Jardin des Plantes, il y a un planétaire sur lequel vous pouvez vous déplacer. Donc, à la fois, l'astronomie dans son ensemble peut servir de contexte pour l'éducation, mais là, on parle plus particulièrement donc, du planétaire, des exoplanétaires, qui sont vraiment cet aspect particulier de l'astronomie autour de la gravité et du mouvement des objets autour d'une masse importante. Et donc, ce que je vous propose, donc, de venir découvrir, alors, le mardi soir en particulier, de venir ici donc, pour aller voir, mais également quand il y a la fête de la science, où vous pouvez en parler aussi aux écoles autour de vous, d'accord, pour que lorsqu'ils viennent, ils puissent profiter de cet objet unique au monde. Et donc je remercie encore l'IAP et l'Île-de-France, d'ailleurs, de nous avoir permis de le construire. Merci. Question ? Ça marche. Eh bien, merci Emmanuel. Et donc, si vous avez des questions, des commentaires pour Emmanuel ou pour moi-même, eh bien, vous êtes les bienvenus maintenant. Sur la géologie ? Non, parce que je pense que les deux les intéressent. En maternelle, quand est-ce que vous comptez venir? Parce que j'ai entendu que vous aviez un projet. Les enfants sont très perceptifs, oui. vraiment à ça. Et ils se posent des questions souvent extraordinaires qui montrent qu'ils comprennent beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, on espère vous voir prochainement en maternelle. Ouais. En fait, sur ce point-là, moi, la question que j'avais par rapport à la maternelle, c'était la capacité des enfants à suivre un peu jusqu'à quel point ils pourraient suivre ces mouvements. La latéralisation se fait à cet âge-là, justement. Pardon, là la latéralisation. Ah oui. Et elle est très importante, justement, par rapport au mouvement. Et je pense que c'est un très bon âge pour commencer. Pendant des années, on a cru qu'ils étaient beaucoup trop petits pour ça. En fait, donc, on vous attend avec impatience. Pour vous dire, moi, je suis formateur de professeurs des écoles. Oui. Maintenant. Oui. Et là, je suis en train de faire un enseignement pour les professeurs d'école stagiaires. Oui. Et parmi eux, il y a des gens qui sont en maternelle. Très intéressant, parce que souvent, dans les IEFM, l'astronomie arrive en fin d'année, quand on a encore de la place dans les programmes. Oui. Et souvent, elle est complètement zappée, parce qu'on n'a pas réussi à finir le programme. Voilà. Bien dommage. Merci en tout cas. D'autres questions ou commentaires? Oui. Merci. Je me demandais comment vous arriviez à déterminer si une exoplanète était rocheuse, gazeuse, enfin sa composition. Alors, donc, pour déterminer si elle est rocheuse ou gazeuse, en gros, c'est une question de densité. Donc, justement, pour les planètes qui sont à la fois mesurées en transit, on peut mesurer la taille, et à la fois mesuré en vitesse radiale. En vitesse radiale, on peut mesurer la masse. On a la taille, on a la masse. On fait l'hypothèse que c'est une sphère. On n'en a pas la preuve très claire, mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose de régulier parce qu'on voit le début du transit et à la fin du transit, on voit que c'est quelque chose de très régulier. Et puis faire l'hypothèse que c'est une sphère, c'est quand même une hypothèse extrêmement raisonnable. Et donc, avec ça, on peut mesurer la densité. Et donc, les planètes rocheuses, elles ont une grande densité, des densités voisines de celles de la Terre, quelques grammes par centimètre cube. Et si c'est une planète beaucoup moins dense, on voit que c'est gazeux, et donc on se doutait bien que les Jupiters chauds, toutes les planètes qui étaient aussi massives que Jupiter étaient gazeuses. Pour celles qui sont en transit, on a pu le mesurer. Et maintenant, on mesure également des planètes telluriques. On a pu mesurer la densité de planètes bien plus denses, et donc on a pu mesurer qu'elles étaient telluriques. Bonjour, merci pour ces deux belles conférences. Ma question est quasiment la même que celle-ci. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on a découvert des exoplanètes qui sont océans, et où est-ce qu'on en cherche, et si on en cherche, comment on espère découvrir un océan sur une exoplanète? Où on en est de cette recherche donc? Alors les planètes océans, c'est quelque chose qui a été proposé par des théoriciens, donc une planète entièrement recouverte de liquide. Et donc pour l'instant, il y a des candidats qui pourraient être des planètes océans, mais on ne peut pas dire qu'on a détecté
je pense ne pas me tromper, je mets une toute petite réserve parce que peut-être qu'il y a des résultats qui m'ont échappé, mais à ma connaissance, pour l'instant, on n'a pas détecté d'objets, de planètes, d'exoplanètes, où on se dit, ah oui, maintenant on est sûr que c'est vraiment une planète océan. Mais donc c'est quelque chose qui a été proposé par des théoriciens, et donc qui est une hypothèse intéressante, et qui est confrontée maintenant aux observations. En mesurant la densité, les propriétés de cette planète. Mais donc pour l'instant, c'est pas, il me semble, à ma connaissance, c'est pas concluant. La densité de la planète, c'est 4. Et 4 c'est plus proche de la Terre que de Jupiter. Non, c'est pas 4, c'est bon. Je parlais en grammes par centimètre cube quand j'ai donné des ordres de grandeur. La Terre, c'est 5 grammes par centimètre cube. Oui, mais la planète que machin 606B, c'est 4. La densité. Alors la densité, c'est 4 masses de Jupiter par rayon de Jupiter. C'est pas 4 grammes par centimètre cube. Là, je pense que c'est de l'ordre de 1 gramme par centimètre cube, quelque chose comme ça. Mais c'est un problème d'unité apparemment qui n'était pas les mêmes dans les différents transparences. Ah non, parce que vous voulez dire qu'elle est 4 fois plus massive, pardon. Non, excusez-moi, vous avez raison. Elle est 4 fois plus massive. Oui, mais elle est très grosse, non, donc c'est... Il y a en effet... Alors c'est pas... Jupiter, elle fait 4 fois le poids. Et Oui, Jupiter, ça peut près, vous avez raison, excusez-moi. Bon calcul. C'est parce que, je vous ai dit, il y a la densité, mais il y a également la taille. En fait, si vous prenez le Soleil, lui, il est bien plus dense que la Terre. Mais il est beaucoup plus massif, il est beaucoup plus gros, pardon. Il est beaucoup plus massif aussi, mais beaucoup plus gros. Donc c'est une question de taille et de densité, c'est les deux. Quand je dis que c'est juste la densité, j'étais trop rapide. C'est taille et densité. Alors c'est quoi la densité de cette planète? Oui, bah en effet, c'est 4 fois plus dense que Jupiter, oui. Elle est plus petite, c'est ça? Non, elle fait la taille de Jupiter. Donc c'est à peu près la densité de la Terre. Oui, un petit peu moins, mais après, la densité de la Terre, mais c'est beaucoup plus massif. Il y a des planètes et des étoiles qui sont bien plus massives que la Terre. Mais c'est pas pour ça qu'elles sont rocheuses. Alors c'est du plasma essentiellement pour les étoiles. Pour les planètes, c'est essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium un petit peu. Et quelques éléments plus lourds. Oui, qui est bien plus dense, oui. Mais c'est pas rocheux, c'est gazeux. Et l'atmosphère, vous avez été capable de le... avec des spectrographes... Alors étudier les atmosphères des exoplanètes, là on peut le faire notamment quand c'est en transit. Alors on peut le faire, j'ai un petit peu parlé d'atmosphère, mais sans rentrer dans les détails. Déjà quand la planète passe derrière son étoile et qu'on a une éclipse, là on peut mesurer la température de la planète. Et donc c'est la température de l'atmosphère de cette planète. Elle a peut-être un noyau solide rocheux en son cœur, comme Jupiter par exemple, comme les planètes géantes dans le système solaire. Donc ce qu'on mesure, c'est la température de l'atmosphère. Donc déjà, mesurer la température de son atmosphère, c'est déjà commencer à étudier son atmosphère. Mais peut-être ce que vous vouliez dire, c'est des composants chimiques dans son atmosphère. Et donc ça, on peut le faire notamment au moment des transits, quand la planète passe devant son étoile. La lumière qui passe au limbe la lumière de l'étoile qui passe au limbe de la planète, elle traverse des petites couches de l'atmosphère de la planète. Et donc on peut mesurer justement des absorbants chimiques comme cela. Donc ça a commencé à être fait dans les Jupiter chauds. Donc la première détection qui a été faite, elle a été faite en 2002 et c'était du sodium. La deuxième détection a été faite par des chercheurs ici de l'Institut d'astrophysique de Paris. On a détecté de l'hydrogène dans une exoplanète et maintenant il y a plusieurs atomes, ions, molécules qui ont été détectés dans des atmosphères de planètes extrasolaires. Dans celle-là, justement, alors là je me trompe peut-être, mais je pense qu'il n'y a pas eu de détection justement sur l'argument que vous donniez, c'est qu'elle est très dense. Et donc si elle est très dense, eh ben, la hauteur de l'atmosphère sur laquelle le limbe de l'atmosphère sur lequel on peut voir la lumière de l'étoile traverser, elle est beaucoup moins grande et donc c'est plus difficile à détecter. Et donc là, je pense qu'on n'a pas eu d'absorbant, on mesure la température, mais des espèces chimiques, là, je pense qu'on n'a pas eu dans ce système-là. Alors qu'il y en a eu dans beaucoup d'autres, des Jupiter chauds notamment, qui sont bien moins denses et donc qui ont une atmosphère plus enflée, une plus grande hauteur d'échelle et donc on peut mesurer plus d'absorbants c'est plus facile d'observer des absorbants dans les atmosphères de ces planètes. Juste pour compléter, par rapport à la question sur l'océan, en fait, par contre, je crois qu'on sait maintenant s'il y a de l'eau dans l'atmosphère. On peut savoir. Alors, la molécule d'eau, H2O, a été détectée dans certaines planètes. Oui. C'est pas océan, mais on sait qu'il y a de l'eau dans l'atmosphère. Oui. Là, c'est de l'eau gazeuse qui est détectée, c'est dans l'atmosphère gazeuse. Oui. Oui, merci encore pour toutes ces connaissances. Compte tenu de l'ellipticité de cette planète, est-ce que l'autre étoile qui est double a une influence sur son orbite? Alors oui, justement. Et donc ça, c'est mis en... Les théoriciens, les dynamiciens expliquent ça très bien. Alors moi, je les crois. Peut-être qu'il y a des choses qui sont pas complètement comprises, sans doute. Mais de ce que j'ai vu, c'est assez bien compris. Donc les interactions
donc de l'étoile sur sa planète, mais également de l'étoile à côté. Tout à l'heure, j'ai utilisé un mot un peu barbare, je vous ai parlé de migration causaille, donc c'est le nom qui est donné à ce phénomène, c'est l'influence de l'autre étoile, HD 8607, sur la planète, sur le système planétaire de l'étoile haute 8606 et de la planète qui lui tourne autour. Et donc c'est cette influence qui fait que globalement, l'excentricité de l'orbite de cette planète change et l'inclinaison de l'orbite de cette planète change. L'un change quand l'un augmente, l'autre diminue, et inversement, du fait de l'interaction de l'autre étoile, de l'interaction gravitationnelle de l'autre étoile. Alors, est-ce que la planète peut tourner autour de l'autre étoile? Ici, non, parce que elle est vraiment, donc c'est une demi-unité astronomique, la distance standard entre l'étoile et la planète, alors que l'autre, elle est à 1400, je crois, unité astronomique, bien plus loin. Mais ceci dit, maintenant, on en connaît. Alors, s'il y a des fans de science-fiction, la guerre des étoiles, etc., avec la fameuse planète qui tourne autour de 2 étoiles, maintenant, on en connaît. Depuis quelques années, il y a des planètes circumbinaires qui ont été détectées. Donc là, c'est une planète qui tourne autour de l'une des composantes de l'étoile double, mais il y a des systèmes, on en connaît quelques-uns, d'une planète qui tourne autour de 2 étoiles en même temps. Et donc là, ça donne évidemment lieu à des scénarios de science-fiction extra avec 2 soleils, etc. Oui ? C'est une petite question épistémo. Vous dites qu'il y avait une chance sur 100 seulement qu'on soit dans la situation où on est aligné. Il y a un contexte de compétition, de publication scientifique assez fort. Apparemment, vous avez publié en 11 jours. Quelles précautions dans ce genre de situation on prend pour se dire il y a une chance sur 100 que ça tombe. Du coup, on fait d'autant plus attention, normalement, si je connais un peu les probas, qu'on soit dans des... bayésiens, tout ça, voilà quoi. On fait attention, je me dis qu'on fait peut-être d'autant plus attention à ne pas avoir un faux positif, en fait, que le cas est peu probable. C'est comme si je fais un test de maladie et que la maladie elle est quasi annihilée. Si le test il est positif, il y a de fortes chances que je sois pas malade quand même. Ouais, j'ai compris, c'est une question intéressante. En gros, si j'ai bien compris, vous dites on observe quelque chose, je dis qu'on avait une chance sur 100 de l'observer, et c'est le seul qu'on connaît comme ça. Donc est-ce que c'est pas la preuve que c'est faux? Ouais. Ouais. Alors je dois dire que je ne m'étais pas posé la question comme ça, donc quelles précautions on a prises là-dedans? J'ai tendance à répondre aucune. Mais ceci dit, ces résultats, c'est du béton. Ouais, c'est du béton. Donc moi, j'ai aucun doute sur le fait que cette planète existe, qu'elle tourne en 111 jours, qu'elle est excentrique à 0,93, qu'elle transite et qu'elle éclipse. Et donc j'ai aucun doute sur le fait qu'on a eu de la chance. Ça arrive de temps en temps quand même. Oui. Ah non, quand on l'a vu, au début, quand je vous ai montré, quand on découvre qu'elle transite. Alors, je me dis, quand on transite, là, on était passé à une chance sur 10. Parce qu'on savait qu'elle avait une éclipse, et donc sachant qu'il y a une éclipse, on n'était plus à une chance sur 100, on était à une chance sur 10. Donc c'était déjà un petit peu moins improbable, mais ça restait une chance sur 10, donc on a quand même de grandes chances de rien observer. Et donc quand on l'a vu au début, ça bougeait, là je vous ai mis, on voit les modèles, tout marche bien, etc. Au début, évidemment, on n'avait que les données, on n'avait pas les modèles, et puis on se disait, il y a peut-être des erreurs dans les données, c'est jamais bien sûr. Et donc ça a mis, je dirais qu'on a mis 1 ou 2 jours à bien regarder les données, à réfléchir, etc. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit non, c'est bon, quoi. On était vraiment sûr de notre coup. C'est quand même des observations qu'on connaît bien, qui sont faites par beaucoup de monde, pas sur ce système-là, mais la photométrie, les courbes de lumière, de transit et les vitesses radiales, il y en a plein qui en font, nous on en fait beaucoup, donc on connaissait bien. Donc on a bien mesuré, on était sûr de notre coup. Et après, on a passé 4-5 jours à bien tout mettre en forme, à faire des calculs, à écrire l'article, etc. Et généralement, quand on écrit un article, généralement, on l'envoie à un éditeur, qui l'envoie après à ce qu'on appelle un référé anonyme, qui a un collègue, mais qu'on ne connaît pas, qui va donner des commentaires, ça va revenir vers nous par le biais de l'éditeur. Il y a des allers-retours comme ça entre les auteurs et le référé via l'éditeur de la revue. Et généralement, à ce moment-là, le résultat n'est pas annoncé. Là, dès qu'on a soumis l'article à la revue, avant même d'avoir le retour du référé, on a balancé ça partout sur Internet, on était vraiment sûr de notre coup, on n'avait aucun doute. Et en plus, vous avez raison, il y avait de la compétition, parce que nous, on l'a sorti un jour, donc on a sorti photométrie et spectroscopie, donc on était assez contents parce qu'on avait les deux. Le lendemain, il y avait 2 autres équipes qui sortaient leurs résultats uniquement en photométrie, ils n'avaient pas la spectroscopie, mais ils avaient juste la photométrie. Et d'ailleurs, en fait,
eux, leurs résultats étaient moins clairs, c'était moins, leurs données étaient d'un peu moins bonne qualité, ils voyaient un peu moins nettement le transit, et en plus, nos données étaient un peu meilleures, et en plus, on avait la spectroscopie. Donc nous, on détectait 2 fois, avec 2 télescopes indépendants, par 2 techniques complètement indépendantes, donc on était vraiment sûrs de notre coup. Eux, je pense qu'ils étaient moins sûrs de... J'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec eux, il faudrait que je le fasse. Je pense qu'ils étaient moins sûrs de leur coup, ce qui fait qu'ils n'ont pas balancé tout de suite sur Internet. Mais quand ils ont vu notre résultat, ils ont vu que ça collait bien, qu'ils voyaient exactement la même chose, donc ils l'ont balancé par la suite. Mais ceci dit, c'est en effet une bonne question. Là, vous parliez de la concurrence. Parfois, quand il y a de la concurrence, on peut être amené à réagir un petit peu trop vite. Et donc, il faut être prudent vis-à-vis de ça et essayer de faire attention à ça, oui. C'est une question qu'on se pose, en effet. Oui ? Oui, c'est la question un peu du candide de service. Je voudrais remonter juste un peu dans l'histoire de l'astronomie. Il n'y a pas longtemps, je suis retombé sur un vieux bouquin qui s'appelle Planètes et satellites de Pierre Guérin, des années 60. Et là, il parlait de l'étoile Algol. Et il parlait de cette étoile en parlant d'un compagnon obscur de cette étoile. Et il évoquait la présence possible, vous voyez, dans ces années-là, de l'hypothèse de découvrir des exoplanètes. Est-ce que vous savez si le compagnon obscur d'Algol est une planète ou pas? Je suis un vieux, hein, c'est un vieux de la... Merci. Tu connais la réponse? Alors je ne sais pas, je dois avouer que je ne sais pas si Algol a une planète. J'ai tendance à dire que si je ne le sais pas, c'est qu'elle n'en a pas. Mais peut-être en disant ça en plus, en étant enregistré, en étant mis sur Internet après, tout le monde va voir mon ignorance crasse. Mais il me semble qu'elle n'en a pas. Quand même, je pense que si Algol a une planète, je l'oublierai pas, mais peut-être je me trompe. Ouais. Par contre, sans répondre à la question, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est justement l'évolution historique des connaissances. En fait, par exemple, si on reprend le géocentrique et l'héliocentrique qui est plus simple, hein, il y a eu des périodes de l'histoire, il y a très 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 longtemps, où des gens ont dit le système solaire, enfin, qu'ils n'appelaient pas système solaire, mais il est héliocentrique, c'est-à-dire qu'ils mettaient le Soleil au centre. Et ils l'ont dit, et ça marchait très très bien. Et après, ils sont revenus au géocentrique, avec d'autres trucs. Et on peut faire toutes les observations, enfin vous savez peut-être déjà, mais je peux très bien mettre la Terre au centre hein, et faire tourner tout le monde autour, si je prends le référentiel de la Terre. Mais vous voyez, ça c'est la version moderne du truc. Mais effectivement, historiquement, il y a eu des passages par, entre guillemets, le bon modèle. Et pour les exoplanètes, c'est pareil. Parce que quand vous prenez dans l'histoire, il y a beaucoup de scientifiques ou des philosophes qui ont dit qu'il ne peut pas ne pas y avoir d'autres planètes. Il y en a même qui ont été brûlés pour avoir dit ça. Mais ce qui est très intéressant par contre, et ça revient à votre question, c'est à quel moment on passe au côté scientifique. C'est-à-dire à quel moment ce n'est pas un choix philosophique. Est-ce que je mets le Soleil ou est-ce que je mets la Terre au centre? Est-ce qu'il y a d'autres planètes ou est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? À quel moment, en fait, on a fait suffisamment d'observations? Et je pense que c'est le côté répété, d'une part, la même observation répétée par plein de gens, et aussi différents types d'observations, du genre le transit et la spectroscopie. Et c'est le fait qu'on a un cumul, un faisceau, en fait, de preuves qui se concordent, qui donne à penser que là, on a bon. Et après, il ne faut jamais oublier, effectivement, que la science, elle dit jamais « c'est sûr que c'est ça ». Parce qu'il y a un truc que tu n'as pas dit, mais c'est que, si je puis me permettre, que quand on déduit la masse, qu'on déduit le rayon, patati, tous ces trucs-là, on suppose quand même que les lois de Kepler fonctionnent pour les exoplanètes. Si un jour on découvrait qu'elles ne fonctionnent pas, en fait tout ça n'a plus de sens. Juste pour... ça c'est quand même un point important. Et on suppose aussi un autre point qui est important que tu as mentionné, c'est qu'on suppose connaître parfaitement les étoiles. C'est-à-dire qu'on suppose que l'observation du spectre des étoiles donne toutes les informations sur l'étoile. Peut-être que les autres étoiles ne sont pas comme nos modèles d'étoiles. C'est juste pour expliquer que dans tout processus de recherche scientifique, il y a toujours des hypothèses derrière, plus ou moins cachées. Et c'est celles-là qui, un jour, peuvent être découvertes fausses. Voilà. Et là, voilà. Ça, on ne peut pas savoir. On a quand même des éléments, notamment sur les lois de Kepler, les lois de Newton, la relativité générale. La base de la science, justement, c'est de dire que les lois sont universelles. On a les mêmes lois physiques partout dans l'univers. Alors, il s'agit de les comprendre et de les établir, ces lois, ce qui n'est pas facile. Là, on peut se tromper en établissant les lois. Mais en tout cas, la science fait l'hypothèse que la physique, ici, proche de nous, est la même partout dans l'univers. Ce qui est une hypothèse qui ne tombe pas sous le sens. C'est une hypothèse très forte. Mais c'est une hypothèse qui est confirmée depuis quelques centaines d'années que la méthode scientifique est appliquée à l'observation de l'univers. Donc moi, j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que les lois de Kepler, de Newton et de Galilée s'appliquent partout dans l'univers. Ah non, bah oui, enfin, il y a quand même la théorie modifiée. Enfin bon, bref, ne rentrons pas dans tous ces...
Alors, y a-t-il encore une ou deux questions ou commentaires pour finir? Moi, en fait, je voudrais savoir de quelle manière est-ce que c'est possible de mesurer lorsqu'on est dans un cas comme ça, ou comme la planète dont vous avez parlé, qui a déjà une très forte excentricité au niveau de son orbite et qui est en face de nous, en fait, puisqu'on a pu mesurer l'éclipse et le transit. Comment est-ce qu'on fait pour savoir, en fait, qu'est-ce qui est en face de nous, si c'est la Phélie, la périhélie, ou si c'est au milieu des deux, ou il y a eu un moyen de calculer ça? Alors la question c'est comment est-ce qu'on arrive à bien représenter l'orbite de la planète par rapport à l'étoile? Est-ce qu'on arrive à bien tout voir, le passage au plus proche et le passage au plus loin de la planète par rapport à son étoile? Oui, oui. Et bien ça, on le connaît très bien en fait. On arrive à bien voir comment le système est représenté en 3 dimensions. On le voit avec les vitesses radiales et avec les transits. La seule chose qui reste inconnue pour l'instant, c'est le système tel qu'on le voit comme ça. On ne sait pas comment il est orienté comme ça. Ça, je pense qu'on n'a pas le moyen de le savoir. Ici, il faudrait faire de l'imagerie. Si on faisait de l'imagerie, on saurait où est le nord, où est le sud, enfin par rapport au nord et au sud dans le ciel vu de la Terre. On saurait, par exemple, l'orbite. Si on pourra le voir peut-être un jour en astrométrie. En astrométrie, parce que la planète, quand elle tourne autour de son étoile, elle fait un petit peu bouger l'étoile sous le fond du ciel. Et ça, peut-être même, on le sait déjà, peut-être même nos collègues qui travaillent sur la mission Gaïa, ils ont déjà détecté le mouvement astrométrique de l'étoile dû au mouvement de la planète qui lui tourne autour. Et donc peut-être que maintenant, on sait déjà tout, on sait même ce mouvement-là, on le connaît déjà, cette orientation-là. Donc ouais, on connaît quasiment tout, et même, comme je l'ai montré, on connaît même l'angle entre l'orbite de la planète et l'équateur de l'étoile, ce qui est quand même un truc assez raffiné quand même sur la géométrie de ce système. Combien de temps vous allez devoir attendre avant de savoir? Pour Gaïa? Alors Gaïa, ça sort la DR4, l'annonce des données Gaïa, la 4e, la 2e a été annoncée il y a 2 ans, ou il y a 1 an, la 3e doit arriver je crois l'année prochaine, et la 4 je crois que c'est 2022, 2023, quelque chose comme ça. Donc nous on le saura à ce moment-là, mais alors toutes les observations ne sont pas encore disponibles parce que Gaïa, même par les gens qui sont dans Gaïa, est toujours en train d'observer, donc... mais bon, c'est 100 jours de période, donc là, Gaïa, il a déjà observé plusieurs périodes, largement, ça fait plusieurs années qu'il observe, donc il a déjà observé plusieurs périodes. Donc, non, en fait, la réponse, là, il y a peut-être des gens qui ont déjà détecté, dans les données Gaïa, le mouvement astrométrique de l'étoile dû à l'orbite de la planète. Il ne l'aurait pas publié, ça? Ah non, les données Gaïa, là, ça sera pas... Il y a des choses qui ont été publiées par Gaïa, mais les orbites, tous les points, point par point, il y a une centaine de mesures. Gaïa, je crois, il va observer pendant 5 ans, et donc sur 5 ans, typiquement, il aura une centaine de mesures sur chaque étoile. Donc là, il doit en avoir sur celle-là, peut-être. Aujourd'hui, il y en a peut-être 60 qui ont été déjà mesurées sur 3 ans. Il y a déjà plusieurs périodes, et donc le mouvement est peut-être déjà détecté. Peut-être personne n'a encore regardé ça, parce que c'est il y a des milliards d'étoiles observées avec Gaïa, donc peut-être l'information est là, latente, évanescente, virtuelle, dans des ordinateurs quelque part aux Pays-Bas. Donc on le saura dans quelques années, oui. Oui, alors je vous propose que ce soit la dernière question ou le dernier commentaire, si ça vous convient. Bonsoir. Je voudrais savoir, est-ce que depuis cette découverte, on a découvert d'autres exoplanètes qui seraient plus ressemblantes avec la Terre, et une atmosphère rocheuse voilà. Alors oui, c'est une question importante en exoplanétologie. C'est l'une des motivations pourquoi ça intéresse tant de monde, les exoplanètes. C'est trouver des planètes qui seraient similaires à la Terre, autour d'étoiles similaires au Soleil. Alors là, il y en a quelques-unes. Je dirais qu'il y en a quelques dizaines. La plupart ont été détectées par le satellite Kepler. Alors Kepler, c'est un satellite de la NASA qui a volé pendant plusieurs années, qui a observé la même région du ciel dans la constellation du Cygne pendant plusieurs années. Donc il a détecté des centaines de planètes. C'est vraiment une révolution Kepler. Pour moi, il y a eu un prix Nobel pour Mayor-Ekelöz, un deuxième prix Nobel pour les responsables de la mission Kepler. Dans quelques années, je pense que ce serait vraiment mérité. C'est vraiment Mayor-Ekelöz ont fait une révolution et Kepler, c'est une deuxième révolution. Il a fait plein de détections, plein de nouveaux résultats Kepler, et notamment des planètes semblables à la Terre. Alors, le problème de Kepler, c'est qu'il a détecté ça en transit, des planètes en transit devant les étoiles très peu brillantes. Et donc, mesurer l'atmosphère par la suite, c'est compliqué. Donc, il y en a quelques-unes, alors pas de type terrestre pour lesquelles on a mesuré des absorbants, on a pu étudier l'atmosphère, mais les candidats là qui sont les plus proches aux planètes semblables à la Terre, il n'y a pas eu d'étude d'atmosphère. Par contre, il y a un satellite, alors là il y a le satellite TESS qui fonctionne, qui est le successeur de Kepler, qui a été lancé par la NASA, qui pourra en détecter certaines, et surtout il va y avoir le satellite Plato, lancé par l'Agence spatiale européenne d'ici quelques années, qui lui devrait être capable de détecter des planètes semblables à la Terre en transit devant les étoiles semblables au Soleil.
Et donc là, on peut faire un peu une prédiction en se disant que Plato, Plato s'est lancé en 2024-2025. On fera quelques années pour qu'il détecte bien les planètes, qu'elles soient caractérisées. Donc en 2030, on connaîtra quelques planètes en transit, comme la Terre, devant les étoiles comme le Soleil. Et puis on construit en même temps des télescopes géants de 40 mètres de diamètre qui sont capables de détecter ce transit. Enfin, ce transit, il se produira une fois par an, ce sera très rare. Donc peut-être qu'en 2035, on pourra détecter, mesurer l'atmosphère d'une planète semblable à la Terre. Et puis donc si on voit des points communs entre son atmosphère et l'atmosphère de la Terre qu'elle on connaît très bien, évidemment ce sera un résultat extrêmement fort. Donc là ce sera un 3e prix Nobel pour exoplanétologie. Donc si c'est détecté en 2040, généralement il faut 10-20 ans pour un prix Nobel en 2060, voilà, peut-être. Voilà. Bon, je vous propose d'arrêter là-dessus. Je vous remercie pour votre venue et à bientôt.